Allez, on démarre tout de suite. C'était la nuit de l'IA il y a quelques jours. Vous pouvez bien sûr découvrir l'ensemble de cette soirée en replay. Mais je vous propose un petit extrait avec Luc Julia, qui est le directeur scientifique de Renault et cofondateur de Siri, et Luc de Brabander, qui est du BCG, qui est un philosophe d'entreprise. Vous allez voir, il nous explique un peu en quoi ce qui se passe aujourd'hui, c'est un vrai choc. Le choc, c'est l'écriture, la qualité de l'écriture. Ça, bon, parce que c'est un progrès incroyable. Mais finalement, ChatGPT n'écrit pas. ChatGPT calcule. Quand un philosophe écrit, il écrit le mot qui suit. Quand ChatGPT fait quelque chose, il calcule le mot qui suit. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que finalement, bon, ça nécessite une réflexion en profondeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il imite. Mais est-ce qu'il crée? Moi, non. C'est ça, c'est un point super intéressant parce que je pense qu'on s'est trompé quand on a dit IA, intelligence artificielle. Ouais. Là, par contre, en appelant les intelligences artificielles génératives, c'est super important. On ne s'est pas trompé, on n'a pas appelé ça intelligence artificielle créative. Voilà. Parce que si on avait appelé ça intelligence artificielle créative, on aurait eu encore plus de fantasmes que ceux qu'on peut avoir. Parce que la créativité, elle reste de notre côté. La créativité, elle reste dans le prompt, le machin où on écrit, où on va demander, où on va poser la question, parce qu'on va l'orienter, en fait, cette chose-là. Et donc, notre créativité, si je demande à Midjourney, par exemple, l'intelligence artificielle générative d'images, si je dis dessine-moi une vache verte sur la Tour Eiffel, je veux dire, la créativité, elle est dans la vache verte sur la Tour Eiffel. Oui, donc c'est ça qui est super important. Donc c'est un outil extraordinaire. Ce sont des outils extraordinaires, mais ce sont des outils qui génèrent et qui ne font que calculer effectivement ce qui a été rentré avant. Alors, la raison d'être d'un outil, c'est d'être plus puissant que l'être humain. Donc personne ne ferait des lunettes pour voir moins bien. Donc on fait des lunettes pour voir mieux. Eh bien on fait des machines pour calculer mieux. Mais ça reste des outils. Alors justement, Luc de Brabander, pourquoi il faut ne pas en avoir peur? Ou comment faire pour mieux la maîtriser? Je crois qu'il faut prendre de la distance. Le mot intelligence est devenu un objet de science il y a 200 ans. Et à l'époque, c'était le QI, Binet, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, extraordinaire, on a mis intelligence au pluriel. On parle d'intelligence multiple. Et même de multiples intelligences multiples. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Patatras, on remet intelligence au singulier. Où sont passées toutes les autres? C'est un peu ce que tu dis. Où sont passées toutes les autres? Moi, je crois qu'on ne devrait pas dire l'intelligence, on devrait dire une intelligence artificielle. Et même les appeler par leur nom, Alexia ou tout ce qu'on veut, mais pas dire l'intelligence. C'est ça qui fait peur. Quand on met le pronom défini, une espèce de grand machin, non, le dentiste se fait aider, le maçon se fait aider, le professeur se fait aider par une intelligence artificielle. C'est très important, c'est vraiment les intelligences artificielles. C'est pour ça qu'il faut le mettre au pluriel et pas dire l'intelligence artificielle. Et c'est celle-là qui n'existe pas, l'intelligence artificielle. Luc, on entend de plus en plus de personnes qui paniquent face à cette technologie et qui disent que voilà, demain, ça va détruire des millions d'emplois. Il y a des études... alors peut-être parfois farfelus, mais qui sont quand même assez sombres. Certains ont peur que, effectivement, cette intelligence artificielle, comme dans un film de science-fiction, prenne le dessus sur l'humanité, en quelque sorte. Pour toi, tout ça, c'est de la science-fiction ? Oui, c'est la science-fiction. Alors déjà, il faut être clair que ces études, elles sont un peu faites au doigt mouillé. On a vu exactement les mêmes études dans les années 2000 qui nous prédisaient qu'en 2020, 85% des emplois auraient changé. Plus de commerce. Et c'est toujours pareil. Donc bon, les chiffres, d'accord, ok. La réalité, c'est que ces intelligences artificielles, ces outils, parce qu'il faut bien les appeler par leur nom, évidemment, elles vont remplacer des tâches. Et c'est comme ça depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps, chaque fois qu'on crée des outils, ils vont remplacer certaines tâches. Et très, très rarement, ils remplacent des métiers totalement. Mais ils remplacent plein de tâches à l'intérieur des métiers. Et de temps en temps, oui, il y a des métiers qui disparaissent. Mais c'est surtout les tâches qui changent. Et d'ailleurs, quand on enlève des tâches, quand un outil va prendre une tâche, il y a une nouvelle tâche qui est créée, c'est la tâche de l'utilisation même de l'outil. D'accord ? Parce qu'il faut le maîtriser, cet outil. Il faut l'apprendre. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc, Schumpeter, je pense que tu peux en parler bien mieux que moi, va nous raconter qu'en fait, certainement, on se crée beaucoup plus de tâches que celles qu'on remplace avec les technologies. Voilà, c'est les meilleurs. Et voilà, c'était quelques minutes de nuit de l'IA, mais vous pouvez bien entendu retrouver tout ça en replay, en podcast, et c'est vraiment passionnant. 3 heures, essayez de suivre. Vous pouvez picorer certaines des parties sur la santé, sur le monde du cinéma. Voilà ce qu'il faut savoir. La nuit de l'IA, c'est sur notre site BFM Business. Allez, tout de suite, notre premier invité. BFM Business, Tech & Co Business, l'invité.
Samir Amenal, bonjour. Bonjour Frédéric. Vous êtes directeur des données, directeur des systèmes d'information du groupe Auchan. Alors, au-delà, le secteur de la grande distribution vit beaucoup de turbulences, l'inflation, la guerre des prix. On sait que l'un de vos concurrents, le groupe Casino, il y a pas mal d'affres, pas mal de batailles capitalistiques. Mais justement, c'est quand même un secteur qui continue à se transformer. C'est quoi les grands points sur lesquels il faut insister aujourd'hui avec le numérique pour cette transformation de ces grands acteurs de la distribution dont vous faites partie ? Alors il y a bien sûr l'IA dont vous parliez tout à l'heure, et puis effectivement il y a notre capacité d'adaptation à travers justement la capacité d'interfacer nos systèmes d'information avec le reste du monde. C'est vrai qu'on a un sujet d'être capable de s'adapter à finalement tous ces chocs, si je puis dire, auxquels on est confronté. On en a connu l'arrivée de nouveaux entrants sur nos marchés, on a connu le Covid, l'inflation. En ce moment, notre pays traverse un choc aussi qui nous impacte. Et donc, effectivement, on doit être capable de nous interfacer avec des partenaires, avec des livreurs, avec des gens du paiement, enfin avec des fintech. Voilà, c'est tout ça qui doit être déployé au niveau du système d'information. Exactement. Et c'est très dépendant du système d'information. Donc, on doit faire en sorte que ce système d'information soit encore une fois interfaçable, souple et beaucoup moins monolithique qu'il ne le fut il y a quelques années. Cette souplesse, ça veut dire une bascule. On sait que beaucoup d'entreprises basculent vers le move to cloud. On sait que l'un de vos concurrents communique beaucoup avec l'un des grands acteurs des GAFA, mais chez vous aussi, j'imagine, c'est aussi une des stratégies, c'est ce move to cloud. Tout à fait. Alors c'est une stratégie qu'on essaye de déployer de manière intelligente, parce qu'il y a deux façons de bouger dans le cloud. Il y a ce qu'on appelle le lift and shift, c'est-à-dire en fait prendre des serveurs et les mettre finalement d'un endroit à l'autre. Et là, pour le coup, c'est pas un véritable move to cloud. Quand on fait un véritable move to cloud, en fait, on fait ce qu'on appelle du refactoring, c'est-à-dire qu'on va refondre nos applicatifs, on va les rendre beaucoup plus modernes aussi dans leur conception. Et donc, c'est le move to cloud qu'on essaie de faire. Alors, parfois, on fait du lift and shift pour de bonnes raisons, mais la plupart du temps, c'est ce type de move to cloud qu'on essaie de faire. Ça nécessite de refondre nos applications, de les reconcevoir. Et c'est ça qui est long. On parlait d'IA il y a un instant, donc l'IA, l'importance de la data. Aujourd'hui, voilà, il y a l'impact, évidemment, vous travaillez dessus, mais voilà, si vous pouvez nous donner quelques exemples très concrets sur lesquels vous travaillez aujourd'hui. Alors, par exemple, on vient de parler de Move to Cloud. On est en train de transformer notre système d'information et on s'appuie, par exemple, sur des modèles d'IA génératifs, les modèles LLM, donc large langage modèle, et qui nous permettent de réécrire, en fait, du vieux code informatique en nouveau code informatique. Et donc, c'est assez puissant. Alors, ça nécessite quand même un travail humain, mais ça nous fait gagner. Il y a quand même une supervision humaine. Tout à fait. Ça fait gagner en rapidité. Exactement. C'est environ 30 à 40% de rapidité. Alors, par exemple, on a un dispositif logistique qu'on est en train de migrer et 300 flux et 300 règles métiers qu'on doit réécrire. Et cette IA, qu'on travaille avec Google, Vertex AI, nous aide à rédiger en fait ce code et à documenter ce code, etc. Oui, j'imagine quelque part aussi ça revalorise un peu le métier. Alors même si certainement ça va faire bouger les lignes sur est-ce qu'on a besoin d'autant de développeurs et tout ça, mais enfin on les retrouvera sans doute ailleurs. Mais j'imagine ça revalorise aussi le métier du codeur, du développeur qui se retrouve pas à, entre guillemets, traduire, faire juste de la simple traduction. Il fait du contrôle, il a de la documentation qui est pour tous ceux qui ont un peu développé, c'est ce qu'on fait jamais. C'est nécessaire. Mais c'est nécessaire pour ceux qui vont suivre. Donc c'est ça revalorise un peu ce métier du développeur. Tout à fait. Ça revalorise et ça le fait évoluer, puisqu'en fait, encore une fois, il suffit pas de confier à une IA la réécriture d'un code. Il y a tout un nouveau processus finalement à réécrire. Ça transforme aussi les métiers de l'IT. Alors on parle souvent de transformation des métiers dans l'entreprise. Celui de l'IT évolue aussi, et au regard finalement de ce qu'apporte l'IA, on travaille différemment. Encore une fois, on ne s'affranchit pas de développeurs, mais les développeurs doivent apprendre à travailler avec ces outils qui finalement les aident et les accélèrent. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'acteurs du retail, de la distribution, c'est le digital au service de l'expérience client. Ça se traduit comment aujourd'hui chez Auchan ? Alors ça se traduit surtout au travers de la mise en place de nouveaux services. Alors on a parlé d'Auchan Go, c'est un nouveau service. Là, Auchan Go, c'est entre guillemets semi-expérimental parce qu'on peut accueillir des vrais clients. C'est 100 mètres carrés à peu près avec des caméras partout. C'est ça l'idée. Tout à fait. C'est environ 80 mètres carrés avec des caméras au plafond, un système de pesée sur les étagères qui permettent de faire un double check finalement des produits qui sont pris. C'est presque du e-commerce puisque dès qu'on prend un produit, on l'ajoute au panier. Dès qu'on le repose, on l'enlève du panier. Puis il suffit de s'en aller ensuite directement. Alors c'est une expérience
un service complémentaire, ça ne se substitue pas au parcours j'imagine classique. ça peut servir aussi de laboratoire, un peu d'idée pour les autres surfaces Auchan. Enfin, Exactement. Exactement, parce que le computer vision, une autre forme d'IA qu'on utilise dans ce type de magasin, nous aide aussi à améliorer un certain nombre de choses dans les magasins plus classiques. Par exemple, un produit qui serait absent dans le rayon ou qui serait épuisé, un produit qui ne serait pas à sa place, on pourrait l'identifier via des caméras et puis faire en sorte que le magasin soit toujours très bien tenu, etc. Et puis les nouveaux parcours d'encaissement, on sait que ça reste malgré tout, même si ça s'est beaucoup simplifié, le moment de friction, au moment alors quand on est des caisses automatiques ou des caisses plus classiques, voilà, ça freine, il y a un produit qui passe mal, enfin il y a toujours, donc ça permet, j'imagine, de réfléchir à le sans contact, à aller beaucoup plus vite, le paiement en plusieurs fois. Tout à fait. Ça nous permet, par exemple, d'observer les caisses et de savoir s'il y a une queue qui est en train de se former et qui s'allonge un petit peu pour, par exemple, demander à des caissiers ou des caissières de descendre en magasin et d'augmenter le nombre de caisses, par exemple. Ça peut être un cas d'application. Alors, Samir Amelal, vous avez eu un parcours, il y a la Redoute, il y a beaucoup de grands groupes dans lesquels vous avez été. Cette transformation numérique, elle date pas d'il y a quelques semaines, elle est déjà enclenchée depuis un moment au sein du groupe Auchan. Vous avez déjà aujourd'hui des signaux dans la croissance, dans les chiffres de croissance, dans la satisfaction client. Enfin voilà, vous êtes capable de dire oui, tiens, on voit quand même il y a plusieurs choses qui marchent plutôt bien. Oui, tout à fait. On le constate d'ailleurs opérationnellement à travers un certain nombre d'indicateurs comme le NPS, le Net Promoter Score, qui augmente assez significativement cette année et l'année dernière. On déploie des dispositifs d'IA, notamment là, on parle beaucoup d'inflation. On est en train de tester, c'est circonscrit sur 500 produits, nos IA d'élasticité prix, et c'est extrêmement concluant. Donc ça va pouvoir se déployer plus largement dans les mois qui viennent, et ça apportera un service aux clients. Alors peut-être qu'il sera perceptible à travers le prix. On ne saura pas forcément qu'il y a une IA qui nous aide finalement à fixer les prix. Néanmoins, le client pourra profiter de prix beaucoup plus attractifs et ça sera gagnant-gagnant puisque nous, on profitera d'une masse de marge plus importante. Ouais, voilà. Et puis c'est toujours facile quand on voit... Moi, c'est un peu comme en politique quand on parle des Français, mais chaque Français est différent. Et c'est un peu comme nous quand on parle des clients, mais chaque client est différent, quoi. Et certains, ils vont regarder le prix, d'autres, c'est la combinaison prix-qualité, d'autres, est-ce qu'il est bien présenté dans le magasin. Aujourd'hui, je reviens un peu sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Vous dites aujourd'hui, vous êtes vous avez tout un écosystème autour de vous. Alors bien sûr, les partenaires classiques d'un groupe de distribution, les marques, les différentes marques de produits, mais aussi, on le disait, les livres, des livres ou les systèmes, les fintech qui viennent s'intégrer pour du crédit, pour du paiement sans contact. Ça, c'est nouveau parce que tous ces gens-là, il faut les intégrer à son système d'information. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a tout un écosystème. On parlait de livraison, on parle aussi effectivement le pay later, ce genre de nouveaux services finalement qu'on vient implémenter. Et ça nécessite que notre IT soit interfaçable. Et donc effectivement, on doit être interopérable, d'ailleurs avec nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, nos différents systèmes doivent être interopérables entre eux et on doit être interopérable avec le reste du monde. Donc il y a évidemment des standards. Ces standards évoluent. Alors ils sont de plus en plus communs. On parle de REST API, etc. Et donc on doit migrer notre IT vers ces nouveaux standards pour justement être en mesure d'implémenter en fait ces nouveaux acteurs qu'on voit arriver. Quand on est patron donc du système d'information de Auchan, patron des données, on parle beaucoup des enjeux RSE aujourd'hui. C'est vraiment un des critères importants, alors que ce soit Green IT ou IT for Green. Vous êtes très attendu aussi par ça avec les. Oui, c'est vraiment un critère très transversal, tout à fait. Complètement transversal. On a des sujets de traçabilité, de chaîne amont, de circuits courts, de consommation énergétique. Gaspillage alimentaire. Exactement. On utilise d'ailleurs des IA pour gérer avec un partenaire, justement, on en parlait il y a un instant, Smartway, qui nous aide finalement à faire de l'anti-gaspi. Et donc, ça nous permet de savoir en fait quelle quantité on doit commander pour ne pas approvisionner trop largement nos magasins et se retrouver à faire de la casse parce qu'on a commandé trop de produits dans nos magasins. Eh bien, merci Samir Amelal d'être venu nous parler de tout ça, directeur des données et directeur des systèmes d'information d'Auchan. Et puis donc, avec cette première expérimentation Auchan Go, mais qu'on va retrouver certainement si on est adepte des clients du groupe Auchan. Voilà, j'imagine qu'on retrouvera ces innovations un peu dans tous les magasins. Merci d'avoir été avec nous.